Stéphanie Pérez. C'était un meeting comme tant d'autres. Donald Trump dissertait sur l'immigration, l'un de ses sujets favoris. Quand soudain, une salve de tir et une balle qui effleure son oreille. À cet instant, la campagne électorale bascule dans une violence inédite. Les hommes en noir du Secret Service se précipitent pour le protéger. À terre, un filet de sang sur la joue, le candidat républicain vient de survivre à une tentative d'assassinat. Voici la scène vue de la pelouse arrière. Panique et cris d'effroi. Capturé par un photographe, l'instant saisissant où la balle frôle sa cible. Sonné, Donald Trump semble d'abord obsédé par les chaussures qu'il a perdues. Les agents de sécurité le pressent d'évacuer. Mais l'ancien homme de télé retrouve vite son sens de la mise en scène. Il se relève et brandit le poing. Battez-vous, grimace-t-il à la foule qui l'acclame. Des photos qui font le tour du monde. Des photos où il se pose en survivant héroïque pour l'histoire. Trump repart debout, tandis que des spectateurs filment cette image de l'assaillant qui vient d'être abattu sur le toit d'où il a tiré. Un spectateur est mort, 2 sont blessés. Du sang dans les tribunes. Du sang dans cette Amérique divisée où le climat politique est devenu irrespirable. Dans le pays aujourd'hui, la sidération et pas seulement chez ses partisans qui le soutiennent plus que jamais. Non, est-ce qu'il va bien? C'est la première chose que je voulais savoir. C'est horrible. Je n'ai pas les mots, mais c'est à 100% une guerre contre le peuple américain. Ça a secoué beaucoup d'entre nous. C'est un moment crucial. Il faut rester unis. Appel à l'unité dans une démocratie ébranlée. Le président Biden a immédiatement condamné l'attaque contre son rival. Écoutez, il n'y a pas de place pour ce genre de violence aux États-Unis. C'est insupportable. Rentré dans le New Jersey, Donald Trump, dans un message aujourd'hui, invoque la protection de Dieu et indique qu'il continue sa campagne, plus que jamais. Et on va retrouver tout de suite notre envoyé spécial sur place à Butler, en Pennsylvanie, là où Donald Trump tenait son meeting hier soir. Bonsoir Franck Genozo. Que sait-on de plus ce soir sur le profil du tireur, du jeune homme qui s'appelle Thomas Matthews Crooks ? Alors, on ne dispose encore ce soir que de fragments de portraits et les enquêteurs ont d'ailleurs lancé un appel à témoins, à la fois pour mieux comprendre ce qui s'est passé, mais aussi pour essayer de mieux cerner la personnalité du tireur, des enquêteurs qui, pour le moment, Thomas, n'ont absolument aucune certitude. Voilà pourquoi la zone de la fusillade, juste derrière moi, est encore bouclée ce soir. Les policiers cherchent des indices, comme ils cherchaient des indices et des éléments aussi la nuit dernière au domicile du tireur. Regardez ce sujet que nous vous proposons avec Alice Sangoire, Kili Sullivan-Denberg et Thomas Donzel. La photo date de ses années au lycée, mais selon le FBI, voici donc le visage de Thomas Crooks, l'homme qui a tenté d'assassiner Donald Trump. Hier soir, les démineurs sont envoyés à son domicile. Le quartier est bouclé. Les enquêteurs ont raison de se méfier. À l'intérieur de la maison, ils vont découvrir du matériel permettant de fabriquer des explosifs. Même chose dans son véhicule laissé sur les lieux de la fusillade. Les riverains avaient été sommés d'évacuer les lieux. On nous a dit de partir immédiatement, que c'était une urgence. Ils ont juste tambouriné sur la porte en pleine nuit. Thomas Crooks n'a que 20 ans et il a grandi dans cette ville tranquille de Pennsylvanie. Le voici dans une vidéo authentifiée par le New York Times. Thomas Crooks. On le voit récupérer son diplôme à la fin du lycée il y a 2 ans, souriant dans la traditionnelle robe de cérémonie. Si la police n'a pour l'heure fourni que peu d'éléments sur son profil, plusieurs journaux ont révélé qu'il s'était enregistré comme électeur républicain en 2022, après avoir un an plus tôt fait un don de $15 à une organisation démocrate. Dans son quartier, à 1 heure de route des lieux de la fusillade, cet ancien camarade de lycée dresse devant notre caméra le portrait d'un jeune homme solitaire et en rupture. Quand on a vu sa photo circuler sur Internet, on s'est dit « Waouh, c'est fou ». Il était souvent moqué, il s'asseyait seul à la cantine, ce genre de choses. On refusait de se dire qu'il était un peu bizarre et qu'il allait faire quelque chose un jour. Mais on l'avait dans un coin de notre tête.
Comment expliquer son passage à l'acte d'hier? Selon les archives judiciaires de Pennsylvanie, il n'avait jusqu'ici aucun antécédent criminel. Merci à vous Franck Genozo. On retrouve tout à l'heure en direct de Butler parce qu'on a encore beaucoup de questions qui se posent. Et parmi toutes ces questions, il y a celle qui concerne la sécurité de Donald Trump. Était-elle suffisante? A-t-elle failli? Questions qui font déjà rage aux États-Unis et qui sont d'autant plus sensibles dans un pays où la violence est une invitée régulière des campagnes électorales. Alexandre Allais, Arnaud Boutet et Samuel Guibou. Il se jette sur Donald Trump pour le protéger, mais il est déjà trop tard. Une serviette ensanglantée à la main, le candidat à la présidentielle vient d'être touché à l'oreille par un tir. Ces hommes et ces femmes sont membres du Secret Service, chargés de la protection des personnalités politiques. Ont-ils failli à leur mission? Quelques minutes plus tôt, le tireur est repéré par le public. Il a le temps de tirer avant que ces deux snipers du Secret Service qui étaient positionnés à droite du pupitre du candidat l'abattent. Il est ici, inerte sur le toit. Des témoins assurent pourtant avoir tenté en amont d'alerter la police. En vain. On était là à dire aux policiers, ici sur le toit, nous pouvons le voir d'ici, il rampe. Et je me disais, mais pourquoi Trump est encore en train de parler? Pourquoi il ne l'évacue pas de la scène? Je suis revenu 2 fois dire à un policier où se positionner pour apercevoir le tireur sur le toit. Je pensais qu'il allait faire un appel radio. Et quand je suis reparti, les tirs ont commencé. S'ils l'ont aperçu, c'est parce que le tireur était positionné sur ce toit à gauche de l'image, à la vue dégagée, à seulement 120 mètres de la scène du meeting. Une courte distance pour les tireurs des forces de sécurité. Alors, pourquoi n'ont-ils pas réagi? Pourquoi aussi, lors de l'évacuation de l'ancien président, se contentent-ils de faire écran avec leur corps, leurs mains, au lieu d'utiliser par exemple des protections par balles? Le Secret Service est sous le feu des critiques, selon cet expert en protection des personnalités politiques. Il y a eu une erreur avant l'événement, dans la préparation. On n'a pas identifié ce point haut, qui était un point extrêmement dangereux. On n'a pas vu cet individu armé, suspect, se diriger dans l'immeuble, s'installer, préparer son arme, engager le tir. C'est un témoin qui l'a vu et pas les forces de police. Ça me semble invraisemblable. Une enquête sur d'éventuelles défaillances du Secret Service va être lancée. Sa directrice sera auditionnée dès le 22 juillet prochain. Le jeune homme qui a tenté de tirer sur Donald Trump et qui a tenté de le tuer était un excellent tireur. Et il avait en main un fusil semi-automatique qui n'a donc rien à voir avec une arme de chasse. Et voici qu'une nouvelle fois, une énième fois, se repose la question des armes en vente libre dans un pays où il y a plus d'armes à feu en circulation que d'habitants et où l'on peut même désormais acheter ses munitions dans des distributeurs automatiques. Ambroise Boulès et Léna Soudre. Léger, précis et terriblement destructeur. L'AR-15, une arme originellement conçue pour le combat militaire. Celle utilisée hier appartenait au père du tireur, qui l'avait achetée légalement. C'est aussi l'arme préférée des tueurs de masse américains, comme ce jeune de 18 ans dans une école primaire du Texas. L'AR-15 représente à lui seul un quart des ventes d'armes aux États-Unis. Les fabricants vendent sa maniabilité dans les magazines, entre les mains des femmes ou des enfants. Un pays où le droit de s'armer est ancré dans la Constitution et où les munitions peuvent maintenant s'acheter en distributeurs automatiques, comme de simples boissons. Depuis le début de l'année, une poignée de ces machines ont été installées dans 3 États. Il suffit de scanner sa carte d'identité et de laisser la reconnaissance faciale opérer. Une facilité d'achat qui ne fait pas l'unanimité. Si vous êtes une personne responsable, vous ne voyez pas de difficulté à aller voir un vendeur pour lui dire « Hey, j'ai besoin de munitions pour mon arme ». Et si ça vous prend 1 ou 2 minutes de plus, ce n'est pas un problème. On parle de quelque chose qui peut enlever la vie, alors ce n'est pas trop demandé. Une majorité d'Américains pensent aujourd'hui que les lois sur la vente d'armes devraient être plus strictes. Mais même les larmes de Barack Obama en 2016 n'ont pas réussi à faire bouger les lignes. Nous devons tous demander au Congrès d'être assez courageux pour s'opposer aux mensonges du lobby des armes. Plusieurs réformes qui visaient à restreindre l'accès aux armes ont été bloquées par les élus républicains. L'ironie de la chose, c'est que Donald Trump lui-même est quelqu'un qui s'est beaucoup battu
pour ce qu'il appelle la liberté qui est remise en cause, selon lui, par les démocrates, la liberté de posséder des armes à feu. Plus de 300 fusillades ont eu lieu aux États-Unis depuis le début de l'année. 120 armes pour 100 habitants, ça fait des États-Unis le pays le plus armé du monde en proportion. Bonsoir Étienne Lénart. Bonsoir Thomas. On l'entendait à la fin du reportage, Donald Trump est un défenseur acharné du deuxième amendement, celui qui permet à chacun d'avoir des armes aux États-Unis. On est en pleine campagne présidentielle là-bas, l'élection ce sera le 5 novembre, dans un peu moins de 4 mois. Est-ce qu'il s'est passé ces dernières heures, cette image d'un Trump debout, poing levé, oreilles ensanglantées, face à un Joe Biden qui ressemble de plus en plus à un gentil papy un peu largué, est-ce qu'elle peut jouer, est-ce qu'elle peut peser, est-ce qu'elle peut faire basculer l'élection, Étienne? Alors clairement, à court terme, les sondeurs s'attendent à ce que Donald Trump profite énormément de ce qui s'est passé la nuit dernière dans les sondages, qu'il accentue la courte avance entre 1 et 3 points au niveau national qu'il a actuellement sur Joe Biden. D'abord par compassion à l'égard d'un candidat qui était quand même à 2 doigts d'être tout simplement assassiné, mais aussi parce que son camp va utiliser cet événement pour renforcer l'image du héros quasiment indestructible. Et à cet égard, la convention du Parti républicain, le parti de Donald Trump qui commence demain, va servir de caisse de résonance absolument majuscule. À plus long terme, attendons quand même de voir. Il est peu probable que l'électeur démocrate qui est déjà convaincu change d'avis pour voter Donald Trump, tout simplement parce qu'il a été visé par un dingue. Et puis 4 mois, c'est une éternité en politique. C'est suffisant en tout cas pour que l'image du candidat courageux, descendant de la scène, l'oreille ensanglantée, soit remplacée par d'autres. Par exemple, si la justice américaine l'envoie en prison suite à sa condamnation pour fraude fiscale, la décision pourrait être connue mi-septembre, plus d'1 mois avant l'élection du 5 novembre. Donc on entend bien beaucoup d'émotions, mais pas de conclusion hâtive à tirer pour le moment. Je crois qu'il faut s'en garder. Merci beaucoup Étienne Lénart. Consternation, drame, compassion, choc, à chacun ses mots pour condamner la tentative de meurtre de Donald Trump. Mais sur le fond, une indignation quasi mondiale, du président chinois au chancelier allemand, en passant par le pape ou encore le président ukrainien Zelensky. Chez nous, Emmanuel Macron a évoqué dans un tweet un drame pour nos démocraties. La France, a écrit le président, partage le choc et l'indignation du peuple américain. Et puis on retient aussi ce soir la réaction de l'épouse de Donald Trump, Melania, qui dans un tweet a qualifié de monstre l'auteur de cette tentative d'assassinat. Alors c'est pas la première fois, loin de là, dans l'histoire des États-Unis, qu'un président ou un candidat à la présidentielle est pris pour cible. Il y a bien sûr eu John Fitzgerald Kennedy, dont tout le monde se souvient, mais pas seulement. Maryse Burgot et David Boeri. Donald Trump, victime d'une tentative d'assassinat, l'histoire des États-Unis est émaillée de cette violence politique. Dans nos mémoires collectives, cette image obsédante. La limousine de John Fitzgerald Kennedy à Dallas en 1963, le tailleur rose de son épouse et les coups de feu qui atteignent JFK en pleine tête. Le 35e président des États-Unis vient d'être assassiné. 4 chefs d'État américains ont ainsi été tués dans l'exercice de leur mandat. Ronald Reagan est le dernier à avoir échappé de justesse à la mort. En 1981, un déséquilibré fait feu sur le président à 6 reprises. Ronald Reagan survivra. Comme Gerald Ford, victime en 1975 de 2 tentatives d'assassinat. Si vous n'êtes pas d'accord de manière radicale avec votre opposant, eh bien, vous en disposez physiquement. Donc c'est ça que j'appelle le pire de l'Amérique. Il y eut aussi Bobby Kennedy, frère de JFK, abattu en 1968 alors qu'il est en campagne pour la présidence du pays. Terrible image, symbole d'une histoire qui se répète. Et on va retourner voir Franck Genozo qui se trouve aux États-Unis. Franck, il y a un rendez-vous crucial à partir de demain dans la campagne présidentielle américaine. Étienne Lénart l'évoquait, c'est la réunion à Milwaukee dans le Wisconsin de la convention républicaine qui doit faire officiellement de Donald Trump son candidat à la présidentielle. Du coup, comment ça s'annonce? Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il ne sera pas là? Est-ce que ça va se dérouler comme prévu? Oui, il y sera, il l'a confirmé tout à l'heure. Il ira à Milwaukee où l'attendent l'état-major du Parti républicain, mais aussi des milliers de supporters. Et il s'exprimera, comme le veut la tradition, en clôture de cette convention. Un discours qui sera évidemment scruté. Les télévisions américaines s'attendent à des audiences records. Tout cela
bien évidemment dans un contexte de très haute sécurité. Merci beaucoup Franck Genozo en direct de Butler en Pennsylvanie où le président Trump, l'ex-président Trump a failli être assassiné. Preuve que l'Amérique reste l'Amérique en toutes circonstances. Regardez, les t-shirts montrant l'ancien président, point levé et oreille en sang, sont déjà en vente pour une vingtaine de dollars. De l'argent qui servira à financer la campagne du candidat Trump à la Maison-Blanche. Dans l'actualité décidément bien lourde de ce dimanche, il y a aussi le geste incompréhensible et meurtrier d'un homme hier soir dans un petit village de l'Allier. Alors que ses voisins fêtaient les 20 ans d'un des leurs, il a ouvert le feu sur la famille et ses amis, tuant le jeune homme, son père et son parrain. Carole Guyon, Eva Huin et Jean-Pierre Rivalin. La fête battait son plein hier soir dans cette maison. Un jeune homme